Vous êtes-vous déjà cru fou, au sens le plus existentiel du terme, pas seulement fou, mais idiot, quelqu'un qui voit simultanément la beauté et la misère du monde, qui ressent trop et qui comprend la folie de la vie? Félicitations si c'est le cas. Vous avez déjà tâté de l'idée de Dostoïevski qui a créé l'un des archétypes littéraires et philosophiques les plus complexes, le fou. Mais selon lui, que signifie être un idiot? Et si je vous disais que la seule façon de sortir de cette culture malsaine dans laquelle nous vivons serait d'être un idiot, le monde sera sauvé par la beauté. Dostoïevski n'écrivait pas pour obtenir l'approbation de qui que ce soit. Il voulait que ses écrits fassent mal et révèlent des blessures que le lecteur préférerait ne pas voir. Ces déclarations ne sont pas simplement inventées. Ce sont des lames tranchantes comme des rasoirs qui transpercent le tissu même de la vie humaine. Son livre, L'Idiot, est à la fois une théorie philosophique enveloppée de tragédie et un récit, un examen sévère de ce qui arrive lorsqu'un homme vraiment bon est plongé dans une société qui ne parle que de corruption et d'égoïsme. Le protagoniste de l'histoire, le prince Mitkin, est le dernier romantique d'une époque qui a déjà troqué l'innocence contre la ruse cynique, la bonté contre le calcul et le désir contre l'argent. Son erreur, croire en la rectitude morale dans une culture qui a maîtrisé la destruction de tout ce dont elle ne peut tirer profit. Les autres personnages le considèrent comme un imbécile, un marginal émotif, un bug dans le code du système qui ne laisse entrer que les tricheurs. Cependant, Dostoïevski nous pose un sujet troublant à considérer. Qui est le vrai fou après tout? Celui qui se défend aux dépens des autres, ou ceux qui, pour survivre, trompent, contrôlent et corrompent leur propre âme? Non seulement Mitkin est naïf, mais il a aussi une sensibilité presque surnaturelle à la souffrance des autres, ce qui est le plus troublant chez lui. Il vit la souffrance des autres comme si c'était la sienne. Emilio Cioran, un philosophe roumain, l'a qualifié de « supplice d'exister ». Cette capacité inhabituelle et terrible à ressentir la douleur des autres comme si c'était la sienne. Et c'est cette même qualité qui le rend si insupportable pour son entourage. Il leur arrache leurs masques, fait tomber leurs barrières et détruit leurs illusions de pouvoir. Il ne lance pas d'accusation, ne crie pas et n'impose rien. Cependant, son existence même sert de miroir grossissant qui révèle les aspects les plus laids des autres. Selon Nietzsche, qui a beaucoup étudié Dostoïevski, les offensés sont ceux qui mentent le plus, car l'indignation est souvent une défense contre sa propre culpabilité plutôt qu'une réaction à l'injustice. Mitkin évoque cette indignation chez les autres. Il nous rappelle constamment que notre mode de vie est imparfait. Et pour ceux qui se sont déjà complaisamment adonnés au jeu de l'hypocrisie sociale, ce rappel est intolérable. L'histoire de l'idiot semble suivre le chemin d'un martyr, mais sans la renommée de la sainteté. Mitkin n'est pas considéré avec révérence, admiration ou compréhension. Au mieux, certaines personnes le tolèrent, tandis que beaucoup se moquent de lui et presque tout le monde le détruit. Sa vertu fait de lui un agneau prêt à être tué, plutôt qu'un héros victorieux. Sa compassion sans fin et son amour de la beauté sont considérés comme des défauts mortels qui ne peuvent que conduire à la catastrophe. Pire encore, Dostoïevski avait peut-être raison. Comme la bonté parfaite non seulement remet en question mais aussi menace le statu quo actuel, il est possible que le monde ne soit pas prêt pour Mishkin. Il démontre qu'il existe d'autres façons de jouer le jeu, ce qui est intolérable pour les personnes qui maîtrisent la tricherie. Et nous, quel rôle jouons-nous dans ce récit? Serions-nous capables d'imiter Mishkin ou formerions-nous une alliance avec ses ennemis? De nos jours, les gens confondent froideur et maturité, cynisme
et connaissance. Nous nous moquons de l'optimisme, rions de la naïveté et exaltons l'intelligence comme si elle était synonyme de connaissance. Cependant, cette prétendue ingéniosité ne nous a-t-elle apporté qu'un vide insupportable? Dostoïevski nous confronte à ce dilemme sans nous fournir de solution simple. Et ce qui est le plus troublant, c'est que nous connaissons déjà la réponse. Mychkine n'est pas l'idiot comme nous le savons. Nous sommes les imbéciles qui passons notre vie entière à défendre notre propre manque de courage. La bonté du prince Mychkine n'est qu'un aspect de sa tragédie. Un autre est le cadre et la période dans lesquels il vit. La Russie du XIXe siècle n'était pas un endroit où les esprits purs s'épanouissaient. C'était une région en pleine mutation, où l'ancien et le nouveau s'engageaient dans un conflit sanglant et silencieux. Alors que les principes révolutionnaires soufflaient comme les vents d'un avenir inévitable, l'aristocratie décadente tentait de conserver sa splendeur. Sous l'influence du modernisme et du pessimisme, la foi orthodoxe qui avait autrefois donné un sens à l'identité russe commençait à s'éroder. Dostoïevski a façonné ses personnages dans cette fournaise de conflits, leur donnant des voix qui reflétaient les incertitudes, les angoisses et les dilemmes d'une époque en pleine déliquescence. Et l'auteur lui-même était le seul à vraiment comprendre cette rupture. Dostoïevski était plus qu'un simple spectateur du chaos social et spirituel qui l'entourait. Il en était la proie. Il a connu une série de tragédies dans sa vie. Son exécution a été reportée à la dernière minute et remplacée par des années de travaux forcés en Sibérie. Il avait été condamné à mort pour son association avec un groupe d'intellectuels subversifs. Dostoïevski y a vu les profondeurs de l'âme humaine, loin des chaînes des conventions sociales, parmi les misérables et les criminels. Aucun des prisonniers ne portait de masque, juste la dure réalité de la vie, sans phare. Il a appris que la sainteté et l'horreur n'étaient que les deux faces d'une même médaille dans cet enfer glacial, et que la dépravation et le salut pouvaient coexister. Cette rencontre a marqué à jamais son art. Dostoïevski a plongé dans les profondeurs de l'inconscient, préfigurant des concepts que Freud et Jung ne développeront que des décennies plus tard, contrairement à d'autres auteurs de son époque qui préféraient utiliser la raison pour comprendre l'homme. Il a réalisé que les êtres humains ne sont pas seulement contrôlés par la raison, mais aussi par des forces cachées, des passions inextinguibles, des désirs inexprimés et des paradoxes intolérables. Son réalisme était autant psychologique que social. Chaque personnage qu'il créait était une confession enveloppée de fiction, une anatomie vivante de l'esprit humain. Sa création la plus troublante est peut-être Mychkine, le personnage principal de l'idiot, qui personnifie quelque chose que la société prétend chérir depuis longtemps, mais qu'elle déteste en réalité. La bonté authentique, la bonté absolue, est incompatible avec le fonctionnement du monde. Et c'est bien là le problème. Même Dostoïevski doutait qu'un homme pur puisse endurer sans être déchiré. Mychkine sert de miroir, reflétant l'hypocrisie de tous ceux qui l'entourent, en raison de sa gentillesse inébranlable et de son manque de jugement. Bien qu'il ne porte aucune accusation, sa seule présence met en évidence la souffrance morale des autres. C'est pour cette raison qu'on se moque de lui, qu'on profite de lui et qu'on finit par le détruire. Sa générosité désarme les cyniques, et un cynique désarmé ressent de la colère plutôt que de l'appréciation. Selon Baudelaire, le monde ne pardonnerait qu'à ceux qui lui permettent de se sentir à l'aise avec sa propre corruption. Mychkine n'apporte aucune consolation de ce genre. À ceux qui ont déjà fait trop de compromis pour maintenir leur masque, il offre un autre mode de vie qui est intenable. Personne ne connaissait ces étranges mécanismes aussi bien que Dostoïevski.
Il croyait que les gens sont des êtres mus par des pulsions qui peuvent adhérer à des illusions néfastes afin d'éviter d'être confrontés à leur propre vide plutôt que d'être des êtres logiques à la recherche de la vérité. Il ne nous fournit pas d'antagonistes clairs dans l'idiot. D'une manière ou d'une autre, chaque personnage est à la fois victime et bourreau, prisonnier d'un ensemble de valeurs qui méprisent l'innocent et glorifient la ruse. En fin de compte, le livre est une expérience cruelle. Que se passe-t-il lorsqu'un homme bon est plongé dans une société corrompue? Et la réponse est toujours la même. Le monde n'est pas changé par l'homme pur, il est consumé par le monde. Si l'idiot nous apprend quelque chose, c'est que la bonté est souvent considérée comme une erreur, une faiblesse fondamentale dans le tissu de l'existence, plutôt que comme une vertu hautement estimée. L'histoire de Mychkine est une étude de ce qui se passe lorsque quelqu'un rejette les masques que la société attend de lui, et pas seulement une histoire d'innocence brisée par la réalité. Quiconque choisit de ne pas participer est une cible de choix dans une culture dominée par le jeu des apparences et la concurrence sournoise. Le prince n'est pas envié pour sa supériorité, ni méprisé pour sa nature malfaisante. Il est haï parce qu'il n'adhère pas aux lois invisibles qui permettent aux personnes qui ont maîtrisé la tromperie de vivre ensemble. Ils n'ont pas la capacité de manipuler, ils ne connaissent pas les subtilités des politesses trompeuses, et ils ne voient pas le danger de la sincérité totale. De ce fait, il devient non seulement la victime des autres, mais aussi le rappel inquiétant de ce à quoi ils ont déjà renoncé pour survivre. Le livre de Dostoïevski n'est pas le seul exemple de cette dynamique. Le monde fonctionne toujours exactement de la même manière. Il suffit de regarder autour de soi. On nous apprend dès notre plus jeune âge que l'authenticité a un prix et que montrer ses émotions peut être une condamnation à mort métaphorique. Quiconque ne comprend pas comment jouer le jeu social et ne saisit pas l'art de la dissimulation finira par se sentir étranger dans son propre nid. Il existe toujours un code tacite qui établit les limites de ce qu'il convient de ressentir et d'exprimer, ainsi que de ce qui peut et ne peut pas être dit sur le lieu de travail, entre amis et même au sein de sa propre famille. L'idiot chez Dostoïevski est celui qui ne tient pas compte de ces normes et insiste pour se comporter comme si les mots avaient un sens réel, comme si la compassion était une pratique quotidienne plutôt qu'une idée abstraite. Que devient-il? Dans un monde rempli de commerçants, la même chose arrive à quiconque choisit d'être honnête. Il est utilisé, abandonné, humilié et solitaire. Cette étrange organisation sociale suit une logique simple. Être gentil sans être intelligent est considéré comme une erreur stratégique plutôt que comme une vertu. On croit implicitement que, comme le monde ne peut pas être changé, chacun doit s'y adapter. Les personnes qui ne profitent pas les unes des autres sont désavantagées si tout le monde le fait. Malgré sa brutalité, sa logique a du sens. Les gens seront évincés s'ils ne défendent pas leur propre espace. Les gens manipuleront ceux qui ne le font pas. Ceux qui sont déterminés à tendre la main seront finalement entraînés vers le bas, aux côtés des personnes qu'ils ont tenté d'aider. Mychkine personnifie cette catastrophe avec une précision angoissante tout au long de l'histoire. Non seulement il est incapable de comprendre les jeux de l'intérêt, mais il a aussi une forte aversion pour l'apprentissage. Dostoïevski mène cette expérience existentielle avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui a été témoin de la cruauté du monde, le transformant en sacrifice vivant en raison de son hypothèse naïve selon laquelle la pureté peut triompher de la méchanceté. Ne soyons pas naïfs non plus. Au fil des siècles, ce raisonnement est resté constant. Les idiots d'aujourd'hui existent toujours et sont toujours dévorés. Ce sont ceux qui ne peuvent pas être indifférents.
qui ne peuvent pas utiliser une technique cool pour mesurer les mots et qui pensent encore que les gens peuvent être meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Que va-t-on faire d'eux? Nous rions de leur ignorance, nous profitons de leur gentillesse. Lorsque leur présence devient gênante, nous les éliminons. L'idiot n'a pas été écrit par Dostoïevski comme une histoire morale. Il ne voulait convaincre personne que finalement, la pureté l'emporterait. Son livre est plutôt une analyse clinique de la façon dont le cynisme dans son ensemble écrase les vertueux. Outre la question de savoir si Mychkine aurait pu survivre, il reste à savoir si nous aurions agi différemment, si nous avions été à sa place. Ou est-il possible que nous soyons déjà du côté opposé de l'histoire, soutenant ceux qui osent être sincères, sans même s'en rendre compte? Au lieu de se produire d'un seul coup, la disparition de Mychkine se produit progressivement et presque inévitablement, son innocence étant progressivement affaiblie par le conflit avec une société incapable de gérer ce qu'elle ne peut ni comprendre ni utiliser. Elle n'est pas renversée par une force extérieure qui cherche à la détruire délibérément, par un adversaire déclaré ou par une conspiration bien planifiée. Elle est détruite de manière plus secrète et sournoise. C'est le résultat inévitable de son existence dans un environnement où la vertu parfaite ne peut trouver de place pour s'épanouir sans être piétinée. Pour la vaincre, une attaque n'est pas nécessaire. Il suffit qu'elle existe pour que sa tragédie se joue d'elle-même, comme une horloge qui arrive inévitablement à sa fin. La contradiction centrale de l'histoire est que, contrairement à ce que prétendent ses détracteurs, Mychkine n'est pas un idiot intellectuel. Il est observateur, instruit et extrêmement sensible à la souffrance et aux inquiétudes de son entourage. Son intelligence, cependant, s'écarte du pragmatisme social et des calculs rusés qui caractérisent les relations humaines. Il n'a aucune idée de la façon de jouer le jeu du pouvoir caché, de la manipulation ou de la séduction. Son raisonnement est différent, presque étrange, car il pense que les relations doivent être fondées sur la sincérité, que les décisions doivent être prises avec compassion et que même les personnes les plus perverses peuvent être sauvées par la beauté de leur âme. Et c'est à cause de cette conviction qu'il est condamné. Être naturel est la position la plus difficile, comme l'a dit Oscar Wilde. Mychkine ne crée pas un personnage pour se conformer aux attentes des autres, il ne prend pas non plus de position et ne simule pas, il est simplement lui-même. Ironiquement, cela le rend insupportable aux yeux des gens qui ont l'habitude de se cacher derrière des masques. Les personnes qui entrent en contact avec lui ne savent pas comment réagir. Certains tentent de se moquer de lui, d'autres essaient de profiter de lui, et d'autres encore nourrissent secrètement un mélange troublant de respect et de dédain. Avec sa passion intense et destructrice, Rogodin voit en lui quelque chose qu'il désire, mais qu'il est incapable de comprendre. Consumé par les flammes de sa propre destruction, Nastasia Philippovna le considère tantôt comme un triste ingénu, tantôt comme un sauveur. Les autres personnages le voient comme une énigme et un pion étrange sur l'échiquier social. Quelqu'un dont l'existence va à l'encontre du raisonnement sévère auquel tout le monde est parvenu. C'est précisément ce qui les agite. L'idée que la vertu et la réalité ne peuvent coexister et qu'un compromis est nécessaire à l'existence ne s'applique pas à Mychkine. Sa présence expose le mythe auquel tout le monde préfère continuer à croire, que la vertu parfaite est en réalité une illusion puérile et que la corruption est inévitable. En réalité, Mychkine n'est plus qu'une simple victime. Il est aussi un symptôme, un miroir des incohérences que Dostoïevski aperçut dans la nature humaine. À certains égards, il est une forme extrême du Christ.
un homme qui s'efforce de porter le poids de la douleur des autres sans rien attendre en retour. Mais à cause de cela, il devient intolérable pour ceux qui ne supportent pas d'être si proches. Selon Tocqueville, rien n'est plus difficile à pardonner que la supériorité qui nous avilit. Même s'il n'essaie pas de s'imposer à qui que ce soit, Mitkin avilit les gens par sa simple présence, pour garder à l'esprit que les choses pourraient être différentes, que les gens pourraient être meilleurs, et que la domination et la soumission ne doivent pas être les seules règles du monde. Il ne gagne cependant pas. Comme le chagrin de Mitkin affecte non seulement lui, mais toute l'humanité, il n'y a aucun espoir de salut pour lui. Il ne comprend pas le monde, mais cela ne fait pas de lui un idiot. Il le connaît trop bien, ce qui fait de lui un imbécile. Malgré cela, il ignore les directives qui pourraient assurer sa vie. Dostoïevski nous laisse finalement sans solution simple. Il ne nous indique pas la voie à suivre et ne nous réconforte pas avec un message d'espoir. Il nous pousse plutôt à affronter les profondeurs de notre propre hypocrisie et à réfléchir à la façon dont nous traiterions un Mitkin si nous le rencontrions aujourd'hui. Ou continuerions-nous à détruire les gens qui nous rappellent tout ce que nous avons perdu dans le processus? Seule la rupture de sa propre identité pourrait marquer la fin du voyage de Mitkin, parce que sa douleur n'est pas ennoblissante, il ne devient pas un martyr au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de sacrifice exalté qui motive les autres à changer, pas d'expiation cathartique. Il n'a pas de mort dramatique, ni ne provoque de transformation morale chez ceux qui le détruisent. Comme une lumière étouffée par sa propre flamme, sa chute est silencieuse, un lent vide de tout ce qu'il était. Il ne reste finalement que le fantôme d'un homme qui a tenté de mener une vie morale dans une société qui rejette tout ce qui ne peut être corrompu ou absorbé. En plus d'être tragique, sa tragédie est la preuve brutale que la complexité humaine et la pureté parfaite ne peuvent coexister sans être détruites. Dostoïevski nous oblige à affronter cette réalité de front. Contrairement à d'autres écrivains moins cruels, il ne nous offre pas un réconfort tardif, une morale édulcorée qui remet l'histoire en équilibre. Il n'y a pas de tournant ultime où le monde cède au pouvoir d'un esprit vraiment bon, où les corrompus se repentent, où les méchants reconnaissent leurs erreurs. Mishkin est démoli là où il devait aller, mais pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais plutôt parce qu'il n'y avait rien qu'il aurait pu faire différemment. Faire confiance, abandonner et essayer d'aider des gens qui ont déjà choisi leur propre perte sont tous des actes parfaitement acceptables. Comme Nietzsche nous l'a rappelé, son erreur, si l'on peut appeler cela une erreur, a été de supposer que les gens souhaiteraient être guéris et que la souffrance humaine n'était qu'un malentendu passager qui pouvait être résolu par des actes de gentillesse et de compréhension. Les gens qui ne pouvaient pas entendre la musique pensaient que les individus qui dansaient tachetés étaient fous. Et Mishkin dansait seul, ne comprenant pas que sa danse était offensante et déroutante pour les autres qui le regardaient. La plus grande ironie de sa carrière est qu'il n'a jamais fait d'effort pour imposer ses croyances aux autres. Il ne pensait pas pouvoir imposer la bonté à qui que ce soit, contrairement aux extrémistes, aux moralistes stricts ou aux réformateurs dogmatiques. Il a simplement vécu sa vie telle qu'elle était, pensant que son existence même et ses manières pouvaient suffire à éclairer l'obscurité des autres. Cependant, il y a quelque chose de profondément troublant chez quelqu'un qui ne fait pas de demande, ne porte pas de jugement et n'essaie pas de modeler les gens pour qu'ils répondent à ses propres besoins. Son existence même sert de miroir, reflet inquiétant de tout ce que les autres ont sacrifié pour leur propre survie.
Lorsqu'un miroir reflète ce que nous préférerions ne pas voir, que faisons-nous? Nous le brisons, nous en rions, nous le détestons jusqu'à ce qu'il prenne des formes complètement différentes. Lorsque Mishkin tombe, aucun cri ne se fait entendre. Il n'y a pas d'épilogue dramatique dans lequel il exige réparation ou affronte son traître. Sa disparition est celle d'une personne qui s'éteint, qui disparaît dans un état de dépression mentale. Sa raison a été écrasée par le monde qui l'entoure, ne lui laissant aucune place dans la réalité environnante. C'est pourquoi il a été réduit à la folie plutôt que de la perdre. Et c'est peut-être la partie la plus effrayante de son histoire. Il est vaincu par l'accumulation de petites indifférences, de cynisme ordinaire et de mépris déguisé en supériorité, plutôt que par un adversaire puissant ou une force extérieure écrasante. Le vide des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire de leur vie l'engloutit. Selon T.S. Eliot, le monde se termine par un soupir, plutôt que par une explosion. Et que reste-t-il maintenant? Considérer Mishkin comme un rappel éthéré d'un passé qui n'est plus le nôtre, ou de réaliser que sa tragédie se reproduit chaque jour dans les petits actes de dédain, dans le sarcasme déguisé en sagesse, dans la réticence à reconnaître que la bonté, si elle existe, ne peut pas vivre indépendamment. Dostoïevski ne nous donne pas de réponse. Au contraire, il nous confronte à la question que nous avons évitée toute notre vie. Sommes-nous les idiots qui deviennent trop intelligents? S'il y a une chose que Dostoïevski nous enseigne avec l'idiot, c'est que la bonté, lorsqu'elle est authentique, peut être perçue comme une menace dans un monde façonné par l'égoïsme et le jeu des apparences. Mishkin n'a pas commis d'erreur parce qu'il était bon, mais parce qu'il croyait que la pureté pouvait exister sans résistance dans un environnement qui ne récompense que ceux qui apprennent à se protéger par la dissimulation. Au final, la question qui demeure ne concerne pas seulement son destin, mais le nôtre. Que faisons-nous de ceux qui refusent de jouer le jeu? Sommes-nous différents de ceux qui ont écrasé Mishkin? Ou avons-nous appris à tolérer, sans nous en rendre compte, la logique brutale qui détruit ceux qui ne rentrent pas dans le moule? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'une seconde, alors elle en valait la peine. Maintenant, je veux savoir, pensez-vous que la gentillesse authentique peut survivre dans le monde réel, ou est-elle vouée au même sort que Mishkin? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à l'aimer car cela aide beaucoup la chaîne, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle réflexion.